Parce que les sentiments, les émotions, hein, on ne se rend pas compte, mais la plupart, presque tous les mouvements de l'esprit sont dus aux expériences que nous avons du monde. Hein, on ressent de la joie, de la souffrance, et c'est normal. Hein. Donc le mouvement du mental parle de notre relation au monde. Il ne peut pas parler de l'esprit tout seul. Ça n'existe pas. Nous sommes construits par le monde, par les expériences du monde. Dès qu'on essaye de définir en nous quelque chose qui existerait sans le monde, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas, ça n'existe pas. Pour ça que c'est irrationnel, ce sentiment d'esprit séparé, autonome. C'est irrationnel parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Dès qu'on regarde, dès qu'on décortique et qu'on essaye de comprendre, on voit que tout est en relation, que si nous existons, c'est grâce, là, on parle, on se communique des impressions, des idées, et demain on sera différent grâce à cette rencontre, et on est toujours nourri de l'extérieur. Donc qu'est-ce qui en nous pourrait être complètement indépendant de l'extérieur? C'est une blague. Je pense que c'est une chose qui n'existe pas. Et pourtant on est accroché à cette idée. Et l'esprit est irrationnel, mais ça ne calme pas l'esprit de lui dire qu'il est irrationnel, mais il est irrationnel. Vous voyez, on sait qu'une chose ne marche pas, mais on y va, on adhère et on continue à tout ce processus, quoi. Alors, je voulais juste quand même préciser une chose. Je refais le lien à ce que je disais. Donc l'égocentrisme nous rend bien évidemment pas heureux et crée la souffrance, hein, entre les hommes et depuis très 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 longtemps. Et qu'est-ce que nous nous communiquons, donc nous, êtres humains, de génération en génération? Des générations d'êtres humains qui vivent dans la souffrance, qu'est-ce qu'ils communiquent aux nouvelles générations? Un enfant arrive dans ce monde, il ne va pas immédiatement connaître des grandes souffrances, pas de suite. Il en aura quelques-unes, certainement. Mais même dans son corps, hein, qu'est-ce que ces souffrances millénaires ont laissé dans son corps, dans sa pensée? La peur. Mémoire. Hein? Des mémoires. Hein? La mémoire de la souffrance, c'est la peur. Et on répète, et on répète, et on répète. Mais même sans avoir vécu la souffrance, on a peur. Parce que c'est marqué. Ça fait des milliers d'années. C'est un relais qu'on se donne. Comment retirer cette mémoire? Ah, vous pouvez pas... Organiser tout. Je ne sais pas si l'enfant, quand il arrive, il a la mémoire de la peur. Je ne pense pas. Il a peur. Enfin, allez-y, excusez-moi. La seule chose qui fait, on va dire, tressauter un fœtus, un enfant qui arrive au monde, c'est un bruit trop fort. Et le reste, il n'y a que des conditionnements. La peur, c'est des conditionnements. Ça n'existe pas en elle-même, la peur. C'est des conditionnements que l'extérieur, l'éducation, société, etc., ont induit à l'enfant. Disons alors, attendez, la mémoire, parce que pour comprendre ce que je viens de dire, il faut bien voir que la mémoire, elle ne s'arrête pas à notre vie. Elle vient de bien avant. Hein. Nous avons la mémoire biologique, la mémoire des génétiques, il y a plein de mémoires. Le champ akashique aussi, on a. Hein, on a le champ akashique. Ah, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est autre chose. Non, mais ce que je veux dire, regardez, je ne veux pas compliquer. Hein. Donc la différence, excusez-moi, alors ce serait plutôt, quand on parle de l'enfant, donc il arrive avec une trame. On dit toujours l'enfant est vierge de tout, mais il n'est pas vierge. Non, parce qu'on comme il y a une mémoire, on répète, comme vous dites, que vous dites non, que je dis, des antécédents, des ancêtres qui est là, quoi. Sans intelligence, sans une véritable intelligence qui fleurit dans l'esprit, on répète le passé naturellement. Voilà. On est conditionné. Oui. Et
Donc Là. l'enfant n'est pas vierge. L'enfant Et ça, arrive avec ça non. et encore en plus on emmagasine. C'est sûr que l'enfant très jeune, il est quand même très peu, il exprime très peu, il est quand même assez tranquille, il n'exprime pas toutes ses peurs. C'est plus il va avoir de contact avec son environnement, avec ses amis à l'école, plus on va réveiller ça. C'est un germe, quoi. Il n'est pas terrorisé comme ça le premier jour de sa vie, hein, pas du tout. Il ne connaît pas la peur. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est un débat, c'est un débat. Moi je pense qu'il a inscrit, comme d'autres choses, hein, il n'y a pas que il n'y a pas que la peur. Hein. De toute façon, regardez, quand on se rend compte que il y a bien un moment donné, quand le corps se constitue chez l'embryon, il y a bien une mémoire qui existe avant que le cerveau soit dans le fœtus. Il y a bien la mémoire biologique, la mémoire cellulaire et tout ça. Donc il y a bien quelque chose qui est là. Donc on transmet des choses. On va dire on transmet des conditionnements, pour faire simple, parce qu'il n'y a pas que la peur, hein, il y a d'autres choses. Mais je veux dire, on transmet les conditionnements et en utilisant la pensée, comme on pense que c'est notre outil le plus fantastique, cet outil renforce et prolonge les conditionnements. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes ne changent pratiquement pas. Parce qu'ils ont un moule, un standard, et de manière inconsciente, la plupart du temps, ils répètent cette chose-là, si tu veux. Le conditionnement n'est pas conscient, je veux dire, mais on répète. Par la pensée. Par la pensée. Ah ben, la pensée, si elle est mal, elle va tout renforcer cet aspect des choses, c'est sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. La pensée utilisée dans tous les domaines va augmenter le conditionnement même, je dirais. Parce que regardez, en fait, sans parler de mémoire qui irait d'une autre vie, on peut même parler juste de la mémoire de cette vie. Hein. Donc j'ai une expérience avec des personnes, et là, je sais pas, j'ai un trauma, j'ai été traumatisé par quelqu'un qui m'a mal parlé ou qui s'est mal comporté. Et donc naturellement, je mémorise cette expérience douloureuse. Et plus tard, ou quelques semaines, ou quelques années, quand je rencontre quelqu'un que je juge de la même catégorie, parce que déjà c'est faux, deux êtres humains ne sont pas pareils, hein, mais comme on fait des catégories, hein, voilà, mais on dit, tiens, ah, cette personne, elle ressemble, et la mémoire va envahir l'esprit comme une vague, et ce que ça fait dans le présent, ça fait que cette angoisse fait que je n'agis pas normalement avec la personne. Je ne suis pas simple avec elle. Je lui balance mes a priori sur la figure, hein, tout simplement. Un trauma, c'est un énorme a priori. Mais alors, entre la pensée et l'intuition, elle est où la différence? Attendez. Attendez. Non, mais c'est pas. Je finis le. Ah oui, parce qu'il y a un lien, mais parce que non, mais ce que je veux dire là, pour moi, c'est pas une fatalité. On a un trauma, quelqu'un arrive, on revit le trauma, et donc l'action, elle est inadéquate. Là, on n'a pas quelque chose à faire. Quand une action, quand quelque chose arrive dans l'esprit, c'est là que ça se joue. Il y a une situation, d'accord, et il y a une mémoire traumatisante qui apparaît dans l'esprit et qui en gros se superpose à l'événement et m'empêche d'être en contact avec l'événement. Est-ce qu'on ne peut pas, et je pense qu'on le peut, tout à coup prendre conscience de cette peur qu'envahit l'esprit et de s'en rendre compte, vraiment de le voir très concrètement et de voir que cette peur et la réalité, il n'y a aucun rapport. Que cette personne, elle n'est pas en train de mal. C'est pas la même qu'avant. Mais le voir concrètement, sur le vif. C'est là qu'on peut se déconditionner. Parce que, sinon, quoi, on va passer sa vie à s'analyser. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On a le filtre, oui, et on a l'événement. Et nous, on veut aborder l'événement avec ce filtre. Donc la plupart du temps, on le fait de manière mécanique. On ne s'en rend même pas compte, de toute façon. mais j'arrive pas à comprendre. Moi, entre l'intuition et ce côté quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit? C'est l'intuition ou c'est la pensée? Je n'arrive pas trop
à l'identifier, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par intuition? Ah oui, Voilà. Ah oui, parce qu'il faut être les mots, il faut qu'on ait à peu près la même définition. Ça. Oui, très difficile pour moi de vous dire l'intuition, c'est peut-être une pensée, je ne sais pas. Non. Je sais pas, l'intuition, c'est de ressentir, je sais pas, l'intuition. Qu'est-ce que ça peut faire? Un sentiment. Connexion au divin, peut-être? Je sais pas. C'est un sentiment, un instinct, vous voyez? Oui, l'instinct. C'est dire que vous percevez une chose vraie, on va dire sans passer par le mental, c'est un peu ça, vous direz? Oui. Enfin, j'essaye. Oui, c'est ça, oui. D'accord? Okay. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, regardez, et vous ne pouvez pas avoir l'intuition fulgurante que l'a priori que vous avez sur cette personne n'a rien à voir avec la personne. Non? Ça c'est une pensée. Pourquoi y penser? Il faut le voir. Il faut le voir, il ne faut pas y penser. Non? Pour moi, on n'arrive pas à contrôler quand même. Non, voir, pas contrôler. Voir, observer. Pas essayer de canaliser. Bon, on l'a fait, vous l'avez certainement fait, c'est une chose très naturelle. Hein. Par exemple, je me suis disputé avec ma voisine il y a une semaine, et donc dans ma tête, je me dis, ah, vraiment, elle a un caractère, enfin voilà, je crée une image antipathique de cette personne. Hein, c'est la construction mentale. Pour moi, voilà, l'intuition viendrait du cœur, c'est la petite voix qui nous oui, met une idée. Il y a une différence. Puisqu'on a dit que l'intuition, ça permettait en fait de comprendre quelque chose sans l'intervention du mental. Oui. C'est ça? Oui, oui. Là, je vous suis. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que vous... En fait, disons qu'en général... Mais derrière, on met une pensée. Comment? Derrière, on met une pensée. Derrière quoi? L'intuition. On peut ou pas, on est libre. Mais la pensée, c'est pas le problème. On peut en mettre une pensée. Mais regardez, pourquoi est-ce que voir une chose directement, vous assimilez ça au mental? C'est étrange. Voir directement une chose, pourquoi est-ce que ce serait mental? C'est pas mental, c'est une pas perception. mental. On a l'habitude, le mental nous a conditionnés, chaque fois quand on voit quelque chose, on juge, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est bon. On met une image. Voilà. Ouais. Donc ça... Et regardez, et alors, parce que pour comprendre l'esprit, le dysfonctionnement de l'esprit, ou on peut mettre ça au pluriel, hein, il faut bien les regarder, il faut bien regarder son esprit. Ah, c'est vrai que tout le monde trouve ça un peu... Oui, mais regarder son esprit, c'est mental. C'est ça que les gens croient. C'est bien, mais qui c'est qui dit ça? C'est la pensée qui fait sa propagande là. Regarder directement un arbre, ça nous paraît pas mental, et regarder directement les mécanismes de l'esprit, ça nous paraît mental. Mais qui a dit ça? C'est parce que ça nous paraît un petit peu plus complexe, je comprends bien. L'arbre à l'extérieur, c'est du concret, et la pensée est à l'intérieur, et c'est un peu évanescent. Donc, qui va regarder l'esprit? Ah, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Il faut déjà s'interroger, arrêtons-nous là, est-ce que c'est une action... En fait, est-ce qu'on peut avoir conscience de la pensée sans que cette prise de conscience soit une pensée? C'est ça que nous disons. Et oui. Si pour prendre conscience d'une image, d'un conditionnement, cette manière de faire, on en fait un conditionnement nouveau, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on tourne en rond. Mais je sais que c'est plus simple même de voir son corps. Le corps, ça nous paraît concret, donc on peut sentir sa respiration, on peut sentir le cœur battre, on peut sentir les muscles, on peut faire des étirements. Mais nous avons oublié qu'on peut percevoir l'esprit aussi. Mais voir l'esprit en direct, si on ne peut pas faire ça, on ne peut jamais se déconditionner. Ça
C'est très important. Ça s'appelle méditer. Certains ont mis ces mots, ouais. Ouais. Oui, mais disons, en mettant ces mots, ils ont, à un moment donné, ils ont commencé à faire des techniques, des recettes, et ce qui doit être libre est devenu engoncé dans des règles. Parce que ça, il n'y a pas de... C'est vraiment la découverte de la liberté, ça. Mais je pense qu'on l'a fait, on a, je pense, bien souvent, on a quand même vu parfois qu'on avait des a priori, et on a pu voir dans notre esprit certains a priori finir. Je pense qu'on l'a tous fait, ça, des a priori plus ou moins importants. Mais on a bien constaté que l'esprit, il y a des choses qui finissent dans l'esprit, on a pu les voir finir. Donc, quand un a priori finit dans l'esprit, c'est pas une pensée, c'est la fin d'une pensée. Hein. On a une difficulté là ou pas? Il me semble un peu, non? Ou peut-être je m'exprime peut-être mal. Hein. Je sais pas, hein, on n'est pas... Qu'est-ce qui vous paraît compliqué là, ou difficile? Moi, je suis très heureux de pouvoir envisager qu'on puisse observer un arbre de la même manière qu'on puisse observer un mécanisme. Parce que ça reste, dans les deux cas, des objets. Un arbre, une porte, c'est un objet qui va appeler une perception. Une pensée peut tout à fait être un objet. Une pensée, c'est on va dire, c'est un processus matériel qui existe dans le cerveau. Pour faire simple. Oui. Hein? C'est un processus biologique, la pensée. On peut dire ça. Ça flotte pas dans l'air. C'est un objet. Voilà, c'est un processus. Voilà. Et on sait très bien que si le support des pensées, c'est les neurones, hein, c'est dans le cerveau. Hein? Mais quand on dit pensée, ça fait un peu étrange. Mais alors quand on dit colère ou haine ou tristesse, ça nous paraît, oui, là, plus concret. Mais c'est aussi de la pensée. C'est la même chose, c'est la réaction. Ouais, c'est la même chose. Mais ça nous paraît moins exotique. Parce qu'observer la pensée, là, quand on en parle comme ça, on en parle un peu de manière neutre, un peu pas connotée, tandis qu'on dit je sais quand je souffre, ou je sais quand je suis en colère, hein, quand un sentiment me travaille comme ça, je m'en rends compte. Mais j'ai pas conscience que c'est de la pensée. C'est juste ça. Ça me tord les tripes, parce qu'après, ça devient physique, hein, naturellement, c'est lié. Mais ça vient de la pensée. Hein, c'est la pensée qui... Mais on ne s'en rend pas compte, on ne voit pas le lien vraiment entre la pensée et les sentiments, les émotions. Quoi. La réponse du corps à la pensée. À certaines pensées, c'est l'émotion. Ça marche ensemble. Ah oui. Donc pour arrêter, si on est malade, donc c'est par la pensée. Parfois. Donc on sait que la maladie, c'est que de l'illusion. Ah non, non. Non, ah non. Attends, alors pourquoi tu dis... Pourquoi tu dis c'est de l'illusion la pensée? Si tu as une grippe, tu as une grippe. Non, on pense. Si on arrête la pensée. Je crois que c'est un raccourci un peu, non? Si tu as une leucémie, tu as une leucémie. C'est le corps. C'est pas une illusion, ça. C'est le corps qui va... L'origine vient peut-être d'un dysfonctionnement, et certainement d'un dysfonctionnement. Hein. Mais quand on a la grippe, on a la grippe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça vient peut-être d'un dysfonctionnement. Ça, probablement. Mais dire que ça n'existe pas, ce serait excessif. Mais est-ce que la maladie, comme ça fait mémoire, on est d'accord? Si on suit... Ouais, je t'écoute. Hein. Donc, maladie, mémoire. Et si on enlève la mémoire, il n'y a plus de la maladie. Non, mais si on enlève la mémoire, il n'y a plus de vie. Hein. Non, mais on dit que chaque organe a une mémoire. Ouais. Oui, mais la mémoire le maintient en vie aussi, attention. La mémoire a plusieurs actions. La mémoire, ça ne traduit pas souvent la maladie. La mémoire, ça maintient en vie, la plupart du temps. Dans 80%, on est en bonne forme, la vie continue, hein, et de temps en temps, il y a un dérèglement, mais c'est une part infime, sinon on serait pas, il y aurait des êtres humains qui n'ouvriraient pas la Terre. Hein. Non, la mémoire, c'est comme la pensée, il y a, on va dire à 80%, c'est très 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 utile, et sans mémoire, sans pensée, on n'est pas là. Je me permets de le répéter encore une fois. Hein. C'est juste que de temps en temps, la mémoire et la pensée
débordent de leur cadre. Par exemple, on sait très bien que si on est très stressé mentalement, il peut y avoir des incidences sur la digestion et sur d'autres organes. Donc, quand vraiment on pense vraiment trop à tous les niveaux, partout, je pense qu'il y a, on va dire, ça empêche, entre guillemets, l'énergie de circuler tranquillement et librement. Le souffle de vie, il passe, et il nourrit les choses, quoi. Mais voir son esprit directement, je sais qu'il y a une difficulté, j'en suis complètement conscient. Or, certains disent méditation. Moi, le mot est devenu tellement connoté que je l'utilise, mais rarement, mais ça, je l'utilise parfois, j'ai pas de... Mais je préfère le mot observation ou essayer d'être sensible, mais comme on est sensible à la lumière du soleil ou à une personne qui est belle, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas sensible au mécanisme de l'esprit, au mouvement de la pensée? Pourquoi est-ce que... Moi, je crois qu'on n'y est pas vraiment sensible, parce qu'inconsciemment, la plupart du temps, on l'a connoté négativement. On a dit le mouvement de la pensée nous prend la tête, et je voudrais passer à autre chose. On l'a connoté. On n'aime pas notre esprit. On n'a pas d'affection pour le mouvement de la pensée. C'est-à-dire qu'on y est identifié. Ouais. Donc, on ne peut pas observer. Quand on est dans l'identification, on ne peut pas observer. L'observation nous détache de l'identification, parce qu'on ne peut pas à la fois observer et être dans le truc. Et bien ça, c'est la question. Et bien je me permets de remettre ça en question, au moins pour l'observation de l'esprit. Pour tout le reste, ce que tu dis, c'est vrai à 100%. Mais par exemple, pour comprendre, on va dire la colère, un truc qu'on a un peu connu tous. Pour comprendre la colère, c'est vrai que la plupart du temps, on se dit, pour comprendre la colère, il ne faut surtout pas que je me laisse emporter par elle, et donc je vais prendre une certaine distance, comme ça je ne vais pas me laisser toucher par ce sentiment, et là, à distance, de manière neutre, je vais essayer de la comprendre. Bon, assez souvent, c'est ce qu'on propose, mais cette distance, qu'est-ce que ça fait dans l'esprit? Ça divise l'esprit pour moi, ça fractionne l'esprit. Parce que cette colère, c'est moi. C'est pas la colère d'un autre, elle est dans mon corps, c'est moi la colère. Alors, est-ce qu'on peut observer la colère de manière à carrément être, on est la colère, à être la colère, et si on fait ça, moi je ne suis pas sûr que la colère continue. Et pour moi, là j'emploie le mot méditation, là maintenant.